est un des événements incontournables de la saison de course de voitures historiques. Organisé depuis 8 ans par l'agence Peter Auto, le meeting réunit chaque année à la mi-mai un plateau impressionnant de voitures de course et attire dans les Ardennes belges des milliers de fans, collectionneurs, membres de clubs ou tout à la fois. Et il faut bien reconnaître que le spectacle est de très haut niveau sur un circuit à l'histoire riche et longue dont le bitume a été élimé par des centaines de milliers de voitures depuis sa création, c'était en 1920. Spa-Francorchamps est souvent assimilé au plus beau circuit du monde et cela on le doit à son environnement, son rythme, son dénivelé, mais aussi à un virage en particulier, le raidillon. Le raidillon, c'est la montée du circuit entre l'eau rouge et le début de la ligne droite du Kemmel. Le virage est souvent appelé à tort eau rouge d'ailleurs, mais l'eau rouge est bel et bien la compression qui se trouve au pied du raidillon. Le nom du raidillon signifie littéralement petite côte raide et effectivement la côte de 17% propulse les voitures 40 mètres plus haut en l'espace d'un peu plus de 200 mètres d'asphalte. Le virage a été créé en 1937, à une époque où les circuits rivalisaient entre eux pour être les plus rapides possibles et le raidillon permettait ainsi de contourner le virage de l'ancienne douane, une épingle très lente de la piste. Actuellement, les Formule 1 franchissent le raidillon à près de 300 km/h et les pilotes courageux y déboulent, pied au plancher. Est-ce que je passe le raidillon à fond? Ben non. Vous voyez bien que vous avez affaire à un lâche. Donc je suis obligé de couper. Je freine pas, mais je coupe. Mais on rentre quand même fort. On rentre à 2,40, on sort à 200, 210. Donc ça bouge déjà quand même pas mal quand on touche légèrement les vibreurs. J'ai une boîte 6 vitesses, mais je le prends en 5e. Je ne freine pas, je lève le pied brièvement, puis j'accélère à fond. Non, certainement pas. Non, c'est pour ça que je dis que ceux qui le passent à fond ont mis l'intelligence à zéro. Les voitures du groupe C sont sans aucun doute les préférées du public. Leur forme, leur puissance, les bruits des moteurs, leur couleur, tout est réuni pour le grand spectacle et le panel de modèles est impressionnant. Jaguar de la lignée XJR, Porsche 962, détentrice du record de victoire lors des 1000 km de Spa, ou encore une Peugeot 905, si reconnaissable au hurlement de son V10. Lors du Spa classique, son pilote et propriétaire Eric Maris avait invité Eric Hellary pour prendre le volant, ou plutôt pour reprendre le volant d'une voiture identique à celle qu'il avait menée à la victoire en 1993 avec Bouchu et Brabham aux 24 heures du Mans. Pas 25 ans parce que j'ai eu la chance de faire quelques tours avec, mais en tout cas sur un circuit avec des pneus neufs, etc., ça fait au moins 20 ans. Et c'est incroyable parce que j'ai l'impression d'être chez moi. On a tellement fait de kilomètres dans cette auto, on a fait d'ailleurs 6 fois 24 heures en essai libre, plus la course, que les automatismes reviennent. Je sais où sont les boutons, je sais comment ça démarre, j'ai pas de stress. Je peux rouler vite, facilement, enfin voilà, c'est toute une partie de ma vie qui a été formatée autour de cette voiture. Et même avec le temps, le souvenir est toujours là. Paroles de passionnés. Des passionnés, on en croise partout dans les paddocks. Et ceux-ci font également partie du plateau groupe C, avec une voiture plus modeste, moins rapide, mais dont l'histoire est aussi très intéressante. Déjà, c'est une écurie Écosse, il n'y en a pas beaucoup. L'écurie Écosse a gagné Le Mans avec des Jaguars, des anciennes Jaguars Bosley. Donc on reproduit un peu cette histoire. Donc cette histoire, cette voiture,
a couru 2 fois Le Mans 85-86. Elle a une première 85 qui a été assez chaotique avec à peine 4 heures de course. La deuxième année, elle a réussi à terminer les 24 heures. Ça a été aussi un petit peu dur pour elle de terminer. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir prolonger la vie de ces voitures et de les emmener de course en course. Pour avoir la chance de participer aux courses des meetings Peter Otto, il faut aligner une voiture éligible dans sa catégorie. Et c'est ce qu'a fait Lionel Bosch en achetant cette Écosse C285. D'autres sont à la recherche de la voiture idéale pour participer à moindre frais. En 60s Endurance, Régis Masson et Simon Nobili ont tout simplement demandé à Patrick Peter de leur conseiller une voiture abordable pour rouler au beau milieu de ce splendide plateau où l'on croise des Shelby Cobra, des Jaguar Type E ou des Ford GT40. Ils ont acheté et préparé pour la compétition avec le plus grand soin cette mignonne Sunbeam Alpine. C'était la contemporaine des MGB. Voilà, c'était une concurrente, petit roadster britannique, cabriolet, on se promenait, les cheveux au vent. C'est une voiture que Régis a achetée et a été entièrement désossée, repeinte aux couleurs historiques de la marque justement pendant les 24 heures du Mans, pour lui donner un petit cachet. C'est des voitures qui ne couraient pas en performance pure, mais plus à l'indice de performance ou à l'indice énergétique comme on l'appelait à l'époque, et qui ont été classées d'ailleurs au Mans pas trop mal. Ah oui, ne cherchez aucun lien entre Sunbeam Alpine et la marque Alpine. L'anglaise est tout simplement prénommée de la sorte pour évoquer les balades dans les Alpes, cheveux au vent, promises aux propriétaires de l'époque. Et les Anglaises sont évidemment nombreuses sur la grille du 60s Endurance et certains propriétaires ont le chic d'aligner des voitures rares et peu connues du grand public, telle cette Lister Nobly. En anglais, Nobly signifie noueux, tortueux. Le nom vient de sa ligne étrange. J'adore la forme de cette voiture, c'est pour ça que je l'ai choisie. La Nobly a été construite en très petite quantité, même si je sais qu'il existe des répliques. Je pense que 10 exemplaires seulement ont été fabriqués. Et cette voiture a un lien particulier avec Spa-Francorchamps. À la fin des 50s, elle battait régulièrement les Aston Martin et Ferrari. Il faut dire qu'elle était pilotée par Maston Gregory et Archie Scott Brown. Mais c'est à Spa, au volant d'une Nobly, que ce dernier a perdu la vie. La course de 60s se termine à la lueur des phares. Elle est remportée par les imbattables de Ladre du Bosco et Van Riet, qui, il est vrai, courent dans leur jardin ici à Spa. Mais la performance du jour est sans doute celle d'une autre Cobra, pilotée par Charles Firmenich et Henri Moser, qui décroche enfin le podium derrière lequel il court depuis un bon petit temps. Charles a fait un super job dans la première partie de la course. Il m'a donné une caisse top. J'ai pu essayer d'attaquer tout ce que je pouvais en fin de course. Franchement, beaucoup de plaisir. Et puis, magnifique plateau ici. Et puis la nuit, c'est toujours mythique ici. Donc, on est hyper content de notre podium. Ça fait un moment qu'on l'attend. Ouais, absolument. Entre 1964 et 2000, les 24 heures de Spa étaient une course de voitures de tourisme et la décennie 70 sans doute la plus mythique avec la lutte BMW-Ford.
C'est précisément là que nous a emmené la machine à remonter le temps du Spa classique lors de la course de nuit du Heritage Touring Cup. Oh bah c'est obligatoirement un grand moment parce que Spa-Francorchamps, c'est le circuit des tourismes. Et il est vrai que quand on a relancé ce plateau il y a quelques années, on l'a fait spécifiquement pour ce circuit. Et on a une course de jour, on a une course de nuit. Alors on ne fait pas les 24 heures, bien entendu, avec des voitures anciennes. Mais en tous les cas, on essaye d'être le plus près possible de l'esprit. Les BMW 3 litres CSL face au Ford Capri RS. Le duel s'est joué sur une piste piégeuse à la lueur des phares, mais aussi totalement perturbée par une violente averse de pluie. En quelques minutes, la pitlane se transforme en carnaval et les favoris dégustent. La hiérarchie est totalement chamboulée et les BMW écrasent la concurrence Ford en trustant les 8 premières places de la course. Tout cela est bien entendu anecdotique, mais ce que nous retiendrons surtout, c'est le sourire sur les visages des pilotes au sortir de cette course. Comment expliquer ça? Sur ce que tu sais dans ta tête, à quel moment il faut freiner, il faut faire prendre le virage, comment il faut tourner. C'est un peu pilote automatique, Mathieu, pilote automatique, comment tu roules. Et après, bien voir les courbes, c'est bien indiqué. C'est bien indiqué. Tu connais le circuit, c'est une sensation immense. C'est vraiment génial à conduire. C'est la première fois que je pilote dans le noir. Et on n'a pas de très bons phares, mais je suis super content. Dimanche matin, nous avons assisté à une jolie rencontre dans les stands des 24 heures, ou plutôt à des retrouvailles. Ce monsieur élégant, c'est Vincent Guet, et en 1973, il a piloté cette BMW aux 24 heures de Francorchamps. Je me souviens, le tableau de bord était différent. Il était beaucoup plus basique à l'époque. Ouais, vous avez raison. À Francorchamps, à l'époque, on roulait sur le grand circuit de 14 km. C'est les BMW, c'est à partir des groupes 2 qu'on a commencé à dépasser le 200 de moyenne au tour. Après le virage des Cons, toute la descente se faisait à peu de choses près à fond. Et après le virage de Stavelot, toute la remontée, c'était à peu de choses près, à fond aussi. Moi, je me souviens que j'ai tourné à l'époque à 214 ou 215 de moyenne au tour. Vincent Guet a toujours un excellent coup de volant, mais cette année, c'est la chance qui lui a manqué, car il a cassé la boîte de vitesse de sa Ferrari 275 GTB-C dans le Greatest Trophy, le plateau qui réunit les plus belles et les plus prestigieuses voitures de tout le week-end. La Giulia TZ ne pèse que 620 kg et cette voiture est tout simplement un bijou d'esthétique. TZ signifie tubolare zagato,
Dessiné par Zagato donc et développé par Autodelta. Le son de ce petit 4 cylindres boxer aluminium de 1600 cm3 double allumage Twin Spark est vraiment caractéristique. Celle-ci est sans doute moins gracieuse, mais plus rare encore. Il s'agit d'une Cooper Jaguar T33 TT de 1954, une voiture construite à seulement 4 exemplaires et une des plus anciennes présentes au Spa Classic, et comme on ne peut en croiser que dans le Greatest Trophy. Cette voiture a un gros moteur Jaguar, un 6 litres 4. C'est une vraie voiture de course qu'il faut pousser. Et il faut bien tenir ce très grand volant. C'est vraiment beaucoup de travail, et en plus pour une fille. Mais c'est vraiment un vrai plaisir de pilotage. Ceux qui vous diront que s'il pleut en Belgique, il grêle à Spa sont des menteurs, car lors de ce week-end, la météo a été épouvantable sur tout le nord de l'Europe, sauf à Spa. Et du coup, les fans ont pu profiter au maximum de l'ambiance festive et bon enfant. Les clubs étaient d'ailleurs très nombreux, plusieurs milliers de voitures rangées dans les paddocks et aux abords de la piste. Et certains étaient mis à l'honneur, tel le 205 GTI Club qui fêtait les 35 ans de la petite bombe française, ou encore les Datsun 240Z, une voiture qui a longtemps souffert du phénomène tuning, mais qui depuis quelques temps est en passe d'être réhabilitée. Aujourd'hui, la Datsun plaît en tant que telle et non plus en tant que base pour devenir une réplique. Et là, on est dans une période où les voitures, on recherche la conformité, etc. Et les Datsun sont en train de prendre ce virage-là. Il y en a énormément de modifiés dans toute la lignée, là. Mais les voitures avec des gens qui les recherchent ultra conformes, ça commence à venir. Pour fêter les 50 ans de la lignée Z, les clubs Datsun étaient mis à l'honneur lors d'une grande parade sur le circuit. Voici un an, Peter Otto a lancé une nouvelle série de courses, la 2 litres Cup. C'est l'unique plateau monomarque ce week-end avec des Porsche 911 2 litres pré-69 et tout identique. L'idée est un succès total avec 38 voitures au départ de la course d'1h30. Et pour courir en 2 litres Cup, on vient parfois de très loin. Certains traversent même l'Atlantique, comme les Argentais Anqueta et Lepay. Mais ce qui est également signe de bonne santé dans la série, c'est la présence de nombreux jeunes pilotes en recherche de sensations fortes et de bagarres en piste. C'est super fun d'avoir tout le monde dans des voitures identiques. Si on regarde les autres catégories, vos performances dépendent vraiment de la voiture dont vous disposez, mais ici, c'est le pilote qui fait la différence. Et puis, pour rendre la compétition plus intense encore, les courses durent à présent 1h30 et il y a 2 catégories de pilotes, les gentlemen et les élites. C'est beaucoup plus sérieux en termes de niveau de pilotage et de préparation des voitures. Et en fait, c'est beaucoup mieux en termes de course.
Je pense également que le fait d'avoir introduit des catégories de pilotes est vraiment très positif et ça rend la compétition plus intense encore. En 2 litres cup, il y a du coup de la vraie bagarre avec parfois des pilotes qui vont un peu au-delà de la limite. Si vous êtes amateur d'endurance, vous vous souvenez sans aucun doute du BPR et du FIA GT, ces séries qui, au tournant du siècle, ont fait les belles heures de l'endurance. Depuis cette année, les équipes de Peter Otto ont décidé de faire revivre ces séries en organisant des courses de GT et de proto des années 90-2000. À Spa, on pouvait croiser des Aston Martin DBR9, Ferrari 333 SP, Dallara SP1, Ferrari 550 ProDrive, des Viper GTSR, des Salines S7R et une Panos Espérante. En 1996, Don Panos lui-même, qui avait fait une fortune dans le pharmaceutique, est venu sur un circuit, il a dit « je veux gagner les 24 heures du Mans l'année prochaine ». Et il a fait la seule voiture à moteur avant qui était capable de battre les Mercedes, les Porsche GT1 de l'époque, et il l'a fait. Il a gagné beaucoup de courses et il a accompli ce qu'il avait voulu faire. C'était incroyable. Pour aller tout seul, en privé, aller chercher les grandes marques d'usine, c'était quelque chose de fou de faire ça. Don Panos n'est jamais parvenu à atteindre son but, faire gagner Le Mans à une voiture portant son nom. Jean Rondeau, lui, l'a fait. En plus, il pilotait la voiture en 1980. Celle alignée au Spa Classique par son propriétaire belge n'est pas la Rondeau victorieuse en 80, mais elle est intéressante à plus d'un titre. Donc elle a fait 10 fois Le Mans, les 24 heures, de 70, donc de 78, vous dites en France, 78 jusqu'à 88. Donc 10 fois Le Mans, 7 fois arrivée, 3 fois podium et 5 victoires de classe. C'est assez simple, c'est un châssis tubulaire, mais c'est assez costaud pour Le Mans. Et on a couru au Mans les 24 heures, la classique, avec Peter Otto en 2016, avec la voiture. Et c'est clair, la ligne qu'elle a, c'est spécialement pour Le Mans, car sur la ligne droite des Unaudières, elle a fait la plus haute vitesse, même encore il y a 3 ans. C'était la voiture avec la plus haute vitesse de pointe. Et sur la ligne droite, à 300 km/h, elle ne bouge pas. Donc on peut lâcher le volant à 300 km/h et pas de souci. Cet élégant petit prototype est une March. Et oui, la marque créée par Max Mosley a fait des protos et pas uniquement des monoplaces. Certes, il y en a eu très peu de produits et il en reste encore moins en état de courir. Et celle de Kevin Cook, qui est le 6e propriétaire, est dans un état de conservation remarquable. J'ai choisi cette voiture car c'est une marque vraiment fameuse en Angleterre, une voiture très originale. Elle est rare et elle a très peu couru.
À cette époque, March fabriquait essentiellement des châssis de Formule 1 et c'est une marque qui a été créée par Max Mosley, que tout le monde connaît bien entendu. C'est avec la course de classique endurance que s'est terminé le week-end du Spa Classic, avec des records à la clé puisque 339 voitures de course ont pris la piste, plus de 20 000 spectateurs se sont rendus à Francorchamps. Le succès des courses de voitures anciennes ne se dément pas et les séries Peterauto ne cessent de mettre en valeur ce patrimoine de notre histoire.